Teddy Roosevelt, le président qui a continué à lire un discours après avoir été tiré, 1912. Le célèbre américain Theodore Teddy Roosevelt a été le plus grand héros de la guerre hispano-américaine de 1898, a remporté le prix Nobel de la paix en 1906 pour avoir mis fin à la guerre russo-japonaise, et a été l'inspiration pour le jouet ours en peluche. Voyez. Une fois, il s'est retrouvé dans une bagarre de bar quand un cow-boy tirait sauvagement dans la pièce, effrayant les clients. Le cow-boy a appelé Roosevelt 4 yeux en référence à ses célèbres lunettes et a suivi Teddy partout avec ses pistolets. Roosevelt l'a frappé à la mâchoire de ses 2 poings. Puis les pistolets du cow-boy se sont déclenchés et il a heurté sa tête contre le bar, le rendant inconscient. Le bateau de Roosevelt a été volé une nouvelle fois. Lui et ses amis ont construit un bateau en 3 jours pour traquer les voleurs. Ils les ont traqués le long de la rivière, malgré des températures avoisinant les moins 18 degrés Celsius. Roosevelt a attrapé les voleurs, les a malmenés et ramenés pour qu'ils soient arrêtés. On dit que pour passer le temps lors du voyage de retour, il a lu de la poésie aux dangereux bandits. Roosevelt a été élu vice-président des États-Unis en 1901. Mais 6 mois plus tard, il est devenu le 26e président lorsque William McKinley a été assassiné, abattu 2 fois par l'anarchiste polono-américain Leon Czolgosz. À 42 ans, Roosevelt est devenu le plus jeune président de l'histoire de la nation. Lorsque le président des États-Unis a refusé d'abattre un ourson lors d'un voyage de chasse en 1902, un fabricant de jouets a nommé un ours en peluche d'après Roosevelt. Rapidement, la tendance de l'ours en peluche a conquis les États-Unis. Roosevelt était également un artiste martial mixte en jiu-jitsu, judo et boxe. Il adorait la boxe, et il a continué à la pratiquer même lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Il défiait souvent les boxeurs professionnels à le frapper au menton aussi fort que possible, et n'hésitait pas ensuite à les renvoyer au tapis. Un jour, Roosevelt a défié le colonel Dan Timid, un aide militaire à la Maison-Blanche, à un match de boxe dans la salle de sport de la Maison-Blanche. Roosevelt a exigé un combat ardu. Pendant le combat, le coup de poing de Meade a touché l'œil gauche de Roosevelt, endommageant les vaisseaux sanguins et le rendant aveugle de cet œil. Il a ensuite poursuivi le jiu-jitsu et le judo. Roosevelt a été réélu pour un 2e mandat en tant que président en 1904 et a servi jusqu'en 1909. Il a ensuite décidé de ne pas essayer d'être réélu une autre fois, car il estimait qu'il était temps qu'un homme plus jeune prenne la relève. Mais lors des élections présidentielles de 1912, il était déçu de la façon dont son parti, les Républicains, gouvernait le pays. Il s'est donc présenté comme le candidat à la présidence pour un nouveau parti progressiste, souvent appelé le Parti Bull Moose. Il a obtenu son surnom, parce que Roosevelt se décrivait souvent comme ayant la force et la vigueur d'un élan. Sa candidature pour un 3e mandat présidentiel a été jugée controversée, car il comptait rompre la tradition américaine des présidences de 2 mandats. Et alors qu'il faisait campagne à Milwaukee dans l'état du Wisconsin dans l'espoir d'être élu président une fois de plus, Roosevelt a failli subir le même sort que McKinley. Il s'apprêtait à prononcer un discours lorsque John Fleming Schrank, un tenancier de saloon né en Bavière, a tenté de tuer Roosevelt en lui tirant dessus avec un revolver. La balle a frappé Roosevelt à la poitrine, mais sa vie a été sauvée car la balle a été considérablement ralentie en traversant d'abord le lourd manteau qu'il portait, puis l'étui de lunettes renforcé d'acier dans sa poche de poitrine, et enfin la copie de 50 pages du discours qu'il s'apprêtait à prononcer, avant de finalement se loger dans sa poitrine. La foule a crié de panique, mais Albert Martin, secrétaire du président et ancien joueur de football, a sauté de sa voiture et a plaqué Schrank au sol. Rapidement, d'anciens Rough Riders, gardes du corps et policiers ont maîtrisé l'assassin en le frappant. Roosevelt a trébuché mais s'est ensuite redressé et a rassuré le public avec un sourire radieux. Il s'est tourné vers son aide, disant « Il m'a égratigné, Harry ». La foule réclamait du sang et que Schrank soit tué. Seul Roosevelt semblait calme et voulait empêcher cela, criant de ne pas lui faire de mal. « Amenez-le ici, je veux le voir ». Roosevelt a ensuite demandé au tireur « Pourquoi l'as-tu fait ?» Faute de réponse, il a dit « Oh, à quoi bon ? Remettez-le à la police. » Sentant le tunnel dans sa poitrine, Roosevelt a toussé 3 fois. En tant que chasseur et anatomiste expérimenté, il a conclu que l'absence de sang toussé indiquait que la balle n'avait pas atteint son poumon. Roosevelt, se sentant pas gravement blessé, a insisté auprès du médecin pour qu'il fasse son discours. Le discours a duré 84 minutes.
malgré le sang qui pouvait clairement être vu tachant sa chemise. Il a commencé le discours en disant « Je ne sais pas si vous comprenez bien que je viens d'être tiré dessus, mais il faut plus que ça pour tuer un élan. » Puis, lorsque son discours fut enfin terminé, il se laissa emmener à l'hôpital, où les médecins décidèrent qu'il serait plus dangereux de retirer la balle, et la laissèrent plutôt loger dans son muscle pectoral, où elle resta pour le reste de sa vie. Schrank, l'assassin manqué, prétendra plus tard qu'il a été chargé de tuer Roosevelt par le fantôme de l'ancien président McKinley qui lui est apparu dans un rêve. Roosevelt s'est rapidement rétabli, mais n'a pas réussi à être réélu président, et a consacré beaucoup de temps à être un explorateur ainsi qu'un auteur à succès. Il est décédé dans son sommeil d'un caillot de sang le 6 janvier 1919 à l'âge de 60 ans. Lors de son procès, Schrank a été jugé fou et a passé le reste de sa vie dans un établissement psychiatrique. Il est décédé de bronchite en 1943 à l'âge de 67 ans. George H.W. Bush, le président qui a évité d'être mangé par des cannibales pendant la Seconde Guerre mondiale. George Herbert Walker Bush était le dernier président des États-Unis à avoir servi au combat. Plusieurs de ses prédécesseurs ont également servi leur pays, mais l'expérience de George Bush était vraiment unique. Il a réussi à échapper à la mort horrible d'être mangé par des soldats japonais. Lorsque les forces japonaises ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941, George Bush n'était qu'un adolescent de 17 ans. Il fréquentait la dernière année de l'école préparatoire universitaire Phillips Academy à Andover, Massachusetts. Suite à l'attaque, les Américains ont été envahis par un sentiment de patriotisme. C'était le même cas pour le jeune Bush, qui voulait s'engager le plus tôt possible pour pouvoir servir son pays. Comme il était encore mineur, sa première idée était de s'engager au Canada, mais il a changé d'avis en raison de son fort désir de servir en tant qu'aviateur dans la... Diplômé et majeur le 13 juin 1942, George Bush s'est engagé pour servir les États-Unis. Réserve navale. Un an après avoir rejoint la marine, il a été nommé enseigne. On croyait à l'époque qu'il était le plus jeune pilote dans la marine américaine, car il n'avait que 19 ans. Au printemps 1944, il fut rapidement envoyé comme pilote sur le porte-avions léger United States Ship San Jacinto. Il est arrivé juste à temps pour participer à la campagne de Saud Île contre les îles tenues par les Japonais dans le Pacifique. George Bush est devenu un pilote expérimenté après avoir combattu sur Marcus et Wake Island quand il était jeune. Il a aussi pris part à la bataille de la mer des Philippines, en juin 1944, l'une des plus grandes batailles aériennes de la guerre. Le dernier jour de la bataille, après sa mission, Bush a dû faire un atterrissage forcé sur l'eau. C'était son premier crash durant la guerre. Heureusement, lui et son équipage ont été sauvés par le destroyer United States Ship Clarence K. Bronson. Le deuxième, cependant, était bien plus dramatique. Alors que les forces américaines avançaient vers le nord sur le Pacifique, elles ont commencé une campagne sur les îles Bonin en août 1944. C'était le même mois où George Herbert Walker Bush a été promu lieutenant junior. Le 2 septembre, Bush a reçu l'ordre de voler en groupe avec 3 autres bombardiers vers l'île de Chichijima. Leur mission était de détruire une tour de radio très importante qui se trouvait sur l'île. Dès leur apparition dans le ciel de l'île, ils ont été attaqués par la puissante défense anti-aérienne. L'avion de Bush a été touché au début de sa descente vers la cible. Négligeant le fait que son avion était en feu et que tout le cockpit était rempli de fumée, Bush a continué à plonger jusqu'à ce qu'il se rende compte que les bombes avaient frappé et endommagé la tour de radio. Ce n'est qu'alors qu'il a dirigé son avion en flammes vers l'United States Ship San Jacinto. Une fois loin de l'île, Bush et 2 autres membres de l'équipage ont sauté de l'avion. En descendant, Bush a observé son avion toucher l'eau et disparaître dans les vagues. Quelques instants après, lorsqu'il a touché l'eau, sa lutte a commencé. Avec sa combinaison de vol lourde et trempée, sa tête blessée et ses yeux brûlés par la fumée du cockpit, Bush luttait pour rester à la surface. Heureusement, il a atterri près d'un radeau de sauvetage. Une fois attrapé, mais il l'a gonflé et est monté dedans. La malchance était que les vents le poussaient de plus en plus près de l'île tenue par les Japonais, donc Bush a dû pagayer avec ses bras pour rester le plus loin possible. À un moment, repéré par les Japonais, ils ont envoyé des bateaux pour le capturer, mais repoussé par des avions de chasse américains. Pendant 4 heures, George flottait sur son radeau, protégé par des avions de chasse qui volaient au-dessus de lui.
Finalement, s'il a été sauvé par le sous-marin de sauvetage United States Ship Finbeck. D'autres aviateurs abattus ont réussi à s'échapper en parachute, mais avec moins de chance. Ces 8 aviateurs qui ont été capturés ont subi de graves tortures de la part de l'escadron japonais sur l'île. Ils ont été battus ou poignardés avec des bâtons de bambou tranchants, puis tués. La partie la plus horrifiante était que les corps de 4 d'entre eux ont été utilisés pour préparer un repas pour les officiers japonais sur l'ordre du major Sueo Matoba. Le docteur Teraki, chirurgien japonais, a retiré le foie de l'un des pilotes américains morts et l'a remis au cuisinier. Il l'a ensuite préparé avec de la sauce soja et des légumes et l'a servi en petits morceaux sur des bâtons de bambou. Le major Matoba, en compagnie d'autres officiers, et du commandant de l'île, le général Yoshio Tachibana, a festoyé sur ce repas macabre avec du saké. Il pensait que c'était un bon remède pour l'estomac. Le même festin a été répété avec les parties du corps de 3 autres aviateurs. Bush ne connaissait pas ce crime, gardé secret à l'époque, même si les exécuteurs ont finalement été jugés en 1946. Ce n'est qu'en 2003, et l'étude publiée dans le livre Flyboys, A True Story of Courage, que George Herbert Walker, Bush et l'ensemble du public ont appris le terrible destin des aviateurs capturés. En novembre 1944, Bush est retourné sur l'United States Ship San Jacinto et a poursuivi les combats aux Philippines. Après quelques mois, son unité est rentrée aux États-Unis suite à de lourdes pertes. Et en septembre 1945, George Herbert Walker, Bush a été honorablement libéré de ses fonctions. Bien qu'il ait effectué 58 missions de combat, eu 126 atterrissages sur porte-avions et 1228 heures de vol, la mission au-dessus de l'île de Chichijima est celle qui lui a valu la croix de l'aviateur distingué. Comme il l'a affirmé plus tard, il a gardé ces moments en mémoire toute sa vie. Le scandale du Watergate. Entre 1972 et fin 1973, il y a eu une série de réunions mystérieuses dans un parking souterrain près de Washington, district de Columbia, entre le journaliste du Washington Post Robert Bob Woodward et un informateur anonyme mystérieux qui se faisait appeler Gorge Profonde. Il a révélé de manière glaçante que le récent cambriolage au quartier général du Parti démocrate dans l'hôtel et le bâtiment de bureau Watergate n'était pas un simple cambriolage, mais était en réalité politiquement motivé. Le pire était à venir, quand il a été révélé que les personnes derrière le cambriolage étaient soutenues par rien de moins que l'administration de la Maison-Blanche de l'époque, dirigée par le président Richard Nixon. Il semble que son motif était de collecter des informations et de placer des dispositifs d'écoute dans le QG démocrate qui pourraient lui servir dans sa campagne de réélection plus tard cette année. Le président Nixon était devenu à la fois désespéré et paranoïaque vers la fin de son premier mandat, alors qu'il s'efforçait de maintenir son emprise sur le bureau présidentiel des États-Unis. Parmi ces nombreux problèmes figurait le retrait négocié des forces américaines du Vietnam, une guerre prolongée et désormais très impopulaire. Le ticket de campagne de Nixon pour la paix s'est avéré très populaire parmi le peuple américain, qui, après être revenu du précipice de la guerre nucléaire seulement une décennie plus tôt, assistait maintenant à une période de détente cultivée. Cette désescalade des hostilités entre les États-Unis et les soi-disant États rouges de l'Est a même vu le président Nixon effectuer une visite diplomatique en Chine au début de 1972 pour discuter du commerce, entre autres problèmes. Occupant une position forte avant la campagne électorale, Nixon a naturellement décidé de nier toute implication dans ce qui était maintenant appelé le scandale du Watergate, et le public a choisi de le croire en conséquence. Le 7 novembre 1972, Nixon a été réélu président des États-Unis dans une victoire écrasante. Malgré tout, les allégations sur le Watergate persistaient. Il n'a pas fallu longtemps pour que le public découvre que Nixon, parmi d'autres membres de haut rang du Parti républicain, était censé financer un groupe secret pour mener des opérations clandestines. Leurs activités comprenaient l'accès aux courriers privés des gens, l'écoute téléphonique généralisée et la réalisation de cambriolages dans le but de recueillir des informations. On pensait que ces informations seraient ensuite utilisées pour abattre ou contraindre les opposants politiques. Malgré les preuves accablantes, Nixon a continué à nier toute connaissance ou implication dans ces activités illégales, tandis qu'en coulisses, son administration cherchait désespérément des moyens de se distancer de la situation. Les choses sont passées de mal en pire lorsque, dans un tournant plutôt embarrassant des événements, il a également été révélé que Nixon devait près d'un demi-million de dollars en arriérés d'impôts.
Ce rapport ternissant a porté un autre coup à l'image publique de Nixon alors que la confiance envers le président commençait à se déliter. Tout au long de 1973, la pression s'est également accentuée sur la présidence, sous la forme du comité du Sénat sur le Watergate, une branche spéciale établie par le Sénat pour enquêter sur l'effraction du Watergate et toute autre activité d'espionnage associée à la campagne électorale de 1972. Le comité avait le pouvoir de mener des procédures judiciaires, avec des audiences et des témoignages de certains des conseillers les plus proches de Nixon, diffusés à la télévision nationale tout au long des mois d'été. C'est lors de ces auditions sur le Watergate qu'a eu lieu l'un des moments les plus cruciaux de l'enquête. Lors d'un interrogatoire, Alexander Butterfield, assistant adjoint de la Maison-Blanche, a été forcé de révéler à contre-cœur l'existence des célèbres bandes de la Maison-Blanche. Les bandes appartenaient à un nouveau système d'enregistrement, qui enregistrait automatiquement les conversations dans le bureau ovale, parmi d'autres lieux privés de la Maison-Blanche, possédant toutes les preuves accablantes dont le comité aurait besoin. Nixon a tout fait en son pouvoir pour bloquer la libération des bandes et l'enquête dans son ensemble dans la seconde moitié de 1973. Assigné à comparaître par le procureur spécial Archibald Cox, Nixon a refusé de libérer les bandes, invoquant son privilège exécutif présidentiel. Quand Cox a refusé de céder et a persisté à vouloir exposer le président, Nixon a ordonné à son procureur général, Elliot Richardson, de congédier le procureur gênant. Richardson et le procureur général adjoint William Ruckelshaus ont refusé d'obtempérer et ont démissionné en guise de protestation. Alors que Cox a finalement été évincé par le procureur général Robert Bork, son départ aux côtés de deux des principales figures juridiques de la nation est devenu tristement célèbre sous le nom de massacre du samedi soir. Ces événements ont provoqué un tollé public, avec des appels à la destitution du président. En novembre 1973, la situation était si mauvaise pour Nixon que lors d'une séance télévisée de questions-réponses à Disney World, il a déclaré « Les gens doivent savoir si leur président est un escroc ou non. Eh bien, je ne suis pas un escroc. » Cependant, début 1974, la défense de Nixon avait presque capitulé. En mars, plusieurs proches collaborateurs et conseillers du président ont été formellement inculpés de parjure, d'entrave à la justice et de conspiration. Dans un ultime effort, l'administration a consenti à publier une version éditée des transcriptions des enregistrements de la Maison-Blanche. Alors que le contenu des transcriptions a effectivement balayé les derniers vestiges de soutien pour Nixon, les enquêteurs ont néanmoins poussé la question plus loin, cherchant la libération complète des bandes audio. En juillet, Nixon a été vaincu dans un arrêt de la Cour suprême et les bandes de la Maison-Blanche ont été divulguées. Les bandes non éditées ont définitivement lié le président Nixon à l'effraction du Watergate et aux opérations d'espionnage supplémentaires qui entouraient la campagne électorale de 1972. Finalement, avec le parti républicain se lavant les mains de la situation le 9 août 1974, Richard Nixon a démissionné de la présidence plutôt que d'être destitué de ses fonctions. Nixon a ensuite pris sa retraite de la politique en disgrâce, sa réputation en ruine. Cependant, avant que des accusations criminelles ne puissent être portées contre lui, Nixon a reçu une grâce controversée du nouveau président Gerald Ford. Nixon n'occuperait plus jamais de poste politique. Il a plutôt dédié le reste de sa vie à l'écriture et aux affaires internationales. Durant cette période, il a beaucoup voyagé à l'étranger pour rencontrer différents gouvernements nationaux. Il est de notoriété publique qu'en 1977, Nixon a mené une interview révélatrice avec le journaliste britannique David Frost, dans laquelle l'ancien président a tenté d'expliquer son cas au peuple américain. L'interview a été reçue avec des émotions mitigées aux États-Unis, où certains ont critiqué Nixon pour avoir tenté de sauver sa réputation, tandis que d'autres l'ont vu comme une véritable excuse sincère. Au final, les réalisations positives de Nixon sur la scène mondiale ont été mises en lumière, et il est mort en tant qu'homme d'État, respecté en 1994, le président Bill Clinton et d'autres anciens présidents des États-Unis. George Bush Sr., Ronald Reagan, Jimmy Carter et Gerald Ford étaient tout présents. Quant à l'informateur mystérieux Deep Throat, ce n'est qu'en 2005, plus de 30 ans plus tard, qu'il a finalement été révélé qu'il s'agissait de nul autre que l'ancien directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation, William Mark Felt. Il a dit qu'il avait divulgué l'information à l'époque, car c'était son devoir moral de mettre en évidence les agissements douteux dans l'administration Nixon.
Assassinat de John F. Kennedy. Vendredi, 22 novembre 1963. John F. Kennedy a été président pendant l'apogée de la guerre froide. Durant son mandat, il a vu l'augmentation des dépenses militaires sur les forces nucléaires et conventionnelles et a augmenté le nombre de conseillers américains au Vietnam de 400 à 16 000. Le fiasco de la baie des Cochons, l'échec de 1400 exilés cubains formés par l'agence centrale de renseignement pour envahir leur propre pays, a commencé au début de son mandat. Ensuite, la crise des missiles cubains a mené à la signature par l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis du traité d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère. Il a également établi la ligne directe, un contact téléphonique direct entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Durant la présidence de Kennedy, l'Union des républiques socialistes soviétiques a érigé le mur de Berlin pour stopper l'exode des réfugiés est-allemands vers l'ouest. Dans un discours à Berlin, il a dénoncé l'oppression soviétique et a donné de l'espoir aux habitants. Mais à l'hiver 1963, la présidence de John F. Kennedy serait tragiquement écourtée. Le 21 novembre 1963, le président John F. Kennedy et sa femme Jacqueline ont quitté sur Air Force One pour une tournée de 2 jours et 5 villes au Texas. Il devait annoncer sa candidature pour les présidentielles de 1964 au Texas, état vital pour sa réélection. Il fallait convaincre les Texans, car l'État n'était pas largement en faveur des politiques de droit civique de Kennedy et de la gestion des politiques étrangères, comme le fiasco de la baie des Cochons. Les querelles entre les dirigeants du Parti démocrate là-bas ont également entravé ses chances de réélection, et il devait être rassemblé. Le 22 novembre, Kennedy a prononcé 2 discours à Fort Worth, l'un devant une grande foule à l'extérieur de son hôtel, puis un autre lors d'un petit déjeuner de la chambre de commerce locale. Il dirait, dans le dernier discours qu'il prononcerait jamais, « C'est un monde très dangereux et incertain. Nous aimerions vivre comme nous vivions autrefois, mais l'histoire ne le permettra pas. » Le cortège présidentiel a quitté l'hôtel Texas et s'est rendu en cortège motorisé à la base aérienne de Carswell, montant à bord d'Air Force One et atterrissant à l'aéroport Love Field de Dallas peu de temps après. Le président Kennedy et sa femme ont salué une foule enthousiaste puis se sont assis à l'arrière de leur limousine dans le cortège. Le gouverneur démocrate du Texas, John Connolly, et sa femme étaient assis devant eux. Devant ces sièges se trouvaient 2 agents du Secret Service. Le prochain arrêt du président était le Dallas Trademark, à environ 10 miles de là, pour un autre discours de Kennedy. On estime qu'environ 200 000 personnes ont bordé la route jusqu'au Trademark. La limousine dans laquelle voyageait le président était une Lincoln Continental décapotable à 4 portes de 1961, que le Secret Service appelait la SS-100X. Le cortège a traversé Dealey Plaza au centre-ville de Dallas. Nellie Connolly, la première dame du Texas, s'est retournée vers le président Kennedy, assis derrière elle, et a dit « Vous ne pouvez pas dire que Dallas ne vous aime pas. » Ce à quoi il a répondu « Non, on ne peut certainement pas. » Ce furent les derniers mots jamais prononcés par John F. À 12h30, le cortège passait le monticule herbeux, au nord de Elm Street, et se dirigeait vers le dépôt de livres scolaires du Texas. Puis des coups de feu ont été entendus. Une balle a touché le cou du président Kennedy et a frappé l'épaule et le poignet du gouverneur Connolly. Un deuxième coup a ensuite touché le président Kennedy à la tête, recouvrant l'intérieur arrière de la limousine de fragments de crâne, de sang et de cerveau. L'impact était si violent que du sang et des fragments ont même atterri sur la voiture du Secret Service qui suivait derrière. La limousine s'est précipitée vers l'hôpital commémoratif de Parkland, mais malgré les efforts des médecins, il était déjà trop tard. Kennedy a été déclaré mort à 13h. Connolly se remettrait de ses blessures. Le pays et le monde étaient sous le choc. Le corps du président Kennedy a été emmené de l'hôpital Parkland à Love Field et chargé à bord d'Air Force One. À 2h38, à l'abri à bord d'Air Force One en cas de nouvelle tentative d'assassinat, Lyndon B. Johnson a prêté serment avec Jacqueline Kennedy à ses côtés, portant toujours ses vêtements éclaboussés de sang. Le serment a été administré par Sarah Hughes, juge de la Cour de district des États-Unis. 1 heure plus tôt, une personne avait été arrêtée par la police. Des témoins avaient signalé avoir entendu et vu des coups de feu provenant de différentes directions,
mais plusieurs récits mentionnaient la fenêtre du coin sud-est au 6e étage du bâtiment du dépôt de livres scolaires du Texas. Seuls 2 employés du bâtiment manquaient, l'un qui était sorti et à qui la police n'avait pas permis de rentrer dans le bâtiment au moment de la fusillade, et un autre, Lee Harvey Oswald, qui n'y travaillait que depuis un mois. Il avait été vu et décrit par les témoins à la fenêtre du 6e étage, et une description a été diffusée par la police. En descendant les étages, il a croisé Marion L., l'officier de police de Dallas, Baker, son arme dégainée. Il a cependant été autorisé à passer, car le superviseur d'Oswald l'a identifié comme un employé. Après la fusillade, Oswald avait quitté la bibliothèque, marché quelques pâtés de maison, pris un bus puis un taxi qui l'avait conduit à sa pension de famille. Là, il a pris un pistolet et un manteau, et a commencé à marcher sans but. Oswald avait déjà quitté les lieux en bus pour sa pension de famille. À 12h40, mais la police a découvert un fusil sous quelques boîtes et ses douilles près de la fenêtre au 6e étage, comme l'avaient décrit les témoins. La police l'a identifié comme un Mauser de 7.65, mais plus tard, le Federal Bureau of Investigation a annoncé que la police s'était trompée, et que le fusil était un Carcano italien M 91-38 à verrou. Le fusil Carcano italien d'occasion avait été acheté par Oswald plus tôt dans l'année, sous le pseudonyme. Le Carcano était une arme notoirement imprécise, et pour beaucoup, il est difficile de croire qu'avec une telle arme, Oswald, malgré son ancienne formation militaire, pourrait toucher une cible mobile comme le président 2 fois, avec une telle précision à une distance d'environ 76 mètres. Peu de temps après, un policier de Dallas du nom de J.D. Tippett patrouillait dans sa zone habituelle et a vu un homme qui correspondait à la description d'Oswald au coin de la rue Tent et de l'avenue Patton. Après un bref échange, Oswald a tiré 4 fois sur Tippett, avec un revolver de .38, le tuant devant des témoins. Oswald a couru vers la rue commerciale voisine du boulevard Jefferson. Johnny Calvin Brewer, remarquant le comportement suspect d'Oswald, l'a suivi sur plusieurs pâtés de maison, jusqu'au Texas Theater. Oswald s'est caché là-bas sans ticket. Brewer a appelé l'officier Nick McDonald, qui est entré dans le théâtre avec un collègue. Les 2 officiers ont arrêté Oswald sur la scène du Texas Theater, à 6 pâtés de maison du lieu du crime, à 1h50 de l'après-midi. Lorsque Oswald a été arrêté, il portait une carte d'identité falsifiée portant le nom d'Alec G. Heidel, le pseudonyme utilisé pour l'achat du fusil. Cependant, la loi texane n'imposait aucun contrôle sur l'achat d'armes. Il n'y avait aucune raison de l'acheter sous un nom d'emprunt. Alors, pourquoi Oswald a-t-il acheté un fusil et un pistolet par correspondance sous son nom d'emprunt? Curieusement, le renseignement militaire était connu pour avoir un dossier sur AG Heidel, dont le contenu a été détruit avant qu'il ne puisse être acquis par les enquêteurs. Le dimanche 24 novembre, après 2 nuits de détention, Oswald était transféré de la prison municipale à la prison du comté. L'événement était diffusé en direct à la télévision pour que des millions d'Américains voient. Un homme a soudainement tiré sur Oswald à bout portant, le tuant 2 heures plus tard à l'hôpital mémorial de Parkland. Jack Ruby, propriétaire d'un club local, a tiré avec le pistolet. Il a déclaré qu'il avait tué Oswald pour épargner à Madame Kennedy le désagrément de revenir au procès. Les funérailles d'État du président Kennedy se sont déroulées le 25 novembre 1963 en présence de représentants de plus de 100 pays et de millions de téléspectateurs. Le 29 novembre 1963, le président Lyndon B. Johnson a créé la commission du président sur l'assassinat du président John F. Kennedy, également connu sous le nom de Commission Warren, d'après son président Earl Warren, juge en chef des États-Unis. Son rapport final de 888 pages a été présenté à Johnson le 24 septembre 1964. Le rapport Warren a conclu qu'Oswald, qui était devenu un tireur d'élite en tant que marine, avait tiré 3 coups de feu. L'un qui a pénétré dans le cou de Kennedy et est sorti par sa gorge avant de toucher Connolly. Un qui a touché Kennedy à l'arrière de la tête, le coup fatal. Et un qui a manqué le président mais a ricoché sur un morceau de trottoir qui a blessé James Tague. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec ces conclusions, et ont plutôt soutenu qu'il y avait eu un deuxième tireur sur la butte herbeuse de Dealey Plaza, que le cortège approchait. Et il y avait des témoins, qui pensaient avoir entendu des coups de feu, venant de la direction d'un chemin de fer au-delà de la butte. Le rapport a cependant conclu que Lee Harvey Oswald et Jack Ruby avaient agi seuls, bien que les conclusions de la commission Warren continuent d'être controversées. Air Force One, de 1953 à aujourd'hui.
Le terme Air Force One est en fait l'indicatif d'appel de tout avion transportant le président des États-Unis. Lorsque le président voyage par les États-Unis, son indicatif d'appel en hélicoptère de la Marine est Marine One. Et à la rare occasion où le président est sur un vol commercial, son indicatif d'appel d'aéronef s'est toujours désigné comme Executive One. Air Force 2 est l'indicatif donné à tout avion qui transporte le vice-président. Pour des raisons de sécurité, le président et le vice-président ne prennent jamais le même avion. Le premier avion converti pour être un avion présidentiel dédié était un C-94 Skymaster à hélice en 1945. Il a été surnommé la vache sacrée. Il était équipé d'un espace de couchage et de moyens de communication supplémentaires, ainsi que d'un ascenseur rétractable pour le président Roosevelt et son fauteuil roulant. Le besoin pour le président d'avoir son propre indicatif unique est né d'un incident en 1953, lorsque l'avion du président Eisenhower et un vol commercial de Eastern Airlines se sont dangereusement rapprochés l'un de l'autre car ils avaient des indicatifs similaires. Depuis la fin des années 1950, le président dispose d'une flotte d'avions spécialement modifiée à sa disposition, souvent appelée la flotte présidentielle. Au fil des années, la flotte a utilisé le gigantesque Lockheed Constellation à hélice, puis le premier avion à réaction de Boeing, le 707, et depuis 1990, le populaire Boeing 747. Leur rôle initial était de fournir au président un moyen de transport aérien plus sûr et flexible, mais avec le temps, leur rôle a évolué pour inclure également un centre de crise volant, ainsi qu'un quartier général de commandement et de contrôle de la guerre nucléaire. La livrée bleue et blanche emblématique qui orne l'avion du président depuis le début des années 60 a été introduite par le président Kennedy, qui estimait que l'ancienne livrée noire et rouge était beaucoup trop royale. Il a donc engagé le designer américain, Raymond Loewy, pour concevoir quelque chose qu'il considérait comme moderne, en utilisant le style de lettrage de la Déclaration d'indépendance américaine, pour écrire les mots États-Unis d'Amérique le long du corps principal. Il a également ajouté le sceau présidentiel près du nez et un grand drapeau américain sur la queue. Les avions actuels sont une paire de Boeing 747 lourdement modifiés. Grâce au ravitaillement en vol, ils peuvent rester en l'air très longtemps. L'avion comprend une suite et un bureau présidentiel, des salles de conférence, de réunion et à manger, une infirmerie et des quartiers pour le personnel, les invités, la presse, la sécurité et le Secret Service. Il bénéficie d'une sécurité de pointe, avec des contre-mesures électroniques, brouillant le radar ennemi, et des fusées éclairantes se libérant des ailes pour dérouter les missiles à guidage thermique. La longueur de son câblage atteint 240 miles, et est fortement blindé pour protéger l'avion d'une impulsion électromagnétique nucléaire si une telle attaque avait lieu. Le corps blindé peut résister à une explosion nucléaire depuis le sol et il a également des fenêtres blindées. D'autres caractéristiques sont classifiées, mais bien que ces avions aient été constamment mis à jour au fil des ans, ils deviennent maintenant coûteux à exploiter et doivent être remplacés dans les prochaines années par une nouvelle variante du Boeing 747, l'avion VC-20-5B, dans le cadre d'un contrat à prix fixe d'une valeur de 3,9 milliards.